La déclaration émanant du Conseil des ministres hier suite à l'affaire de vente d'enfants dans la région Vatvav et la région Fitvnaï a défrayé la chronique et suscité de nombreuses interactions et commentaires. Les réactions s'enchaînent. Les dénonciations émises par les élus dans le district d'Ikyung étaient claires. Ils ont confirmé l'existence de ventes d'enfants engagées par leurs propres parents, une mesure de survie désormais adoptée par les habitants face à l'extrême pauvreté dans cette région de la Grande Île. Le premier tour des présidentielles à Madagascar se tiendra entre le 19 novembre et le 19 décembre de cette année. Suite aux nombreuses injonctions des sociétés civiles et des partis politiques à l'intention de la CENI pour la mise en place d'un calendrier électoral, elle s'est enfin prononcée. À la une des actualités internationales en Allemagne, la police allemande a déclenché mercredi une nouvelle phase de son intervention contre un camp de militants anti-charbon opposés à l'extension d'une mine de lignite à ciel ouvert dans l'ouest de l'Allemagne. Elle a notamment encerclé le camp et pénétré sur le site où quelques 200 irréductibles sont réfugiés dans des cabanes et autres installations. Le premier tour des présidentielles à Madagascar se tiendra entre le 19 novembre et le 19 décembre de cette année. Suite aux nombreuses injonctions des sociétés civiles et des partis politiques à l'intention de la CENI pour la mise en place d'un calendrier électoral, elle s'est enfin prononcée. Si le mandat du président en exercice prend fin le 19 janvier, les élections présidentielles devront donc se tenir entre le 19 novembre et le 19 décembre. C'est ce qu'un article mentionne. Un autre article mentionne cependant que les élections doivent se faire en saison sèche et ce n'est pas négligeable. Ces deux points devront donc être bien pesés afin de déterminer les élections avant la saison des pluies. Nous sommes actuellement en janvier et la pluie n'a commencé à tomber que vers la fin du mois de décembre. Selon notre calendrier annuel, la saison des pluies commence en novembre. Nous avons cependant bien vu que vers la mi-novembre, il n'y a pas encore énormément de pluie. Le premier tour pourrait donc se tenir un peu avant la saison des pluies et le second tour sera organisé avant que les pluies diluviennes n'arrivent. Cela se fera donc avant la fin d'année. Le porte-parole de cette commission en charge de la mise en œuvre des élections à Madagascar a maintenu que conformément à la loi, les élections communales ne se tiendront pas en même temps que les élections présidentielles. Si la date des élections nationales, telles que les élections présidentielles, rapproche des élections régionales, les élections nationales sont toujours priorisées. Nous avons toujours adopté cette manière de procéder. Les présidentielles seront donc organisées en premier. Les communales ne pourront cependant pas être organisées entre le premier et le second tour des présidentielles. Il faudra donc attendre que les élections présidentielles soient totalement achevées avant d'entamer les municipales. Nous examinerons les critères imposés par la loi en fonction de cela, notamment la date qui correspondra à la saison sèche imposée par la loi. Jusqu'à ce jour, les critères imposés par la loi pour une participation de la diaspora aux élections n'ont pas pu être remplis. Ainsi, la diaspora ne pourra pas participer aux élections présidentielles de cette année. Selon les chiffres enregistrés par la CENI, environ 62,40% des citoyens malgaches en droit de voter ont été enregistrés sur la liste électorale partout dans l'île, dans le cadre de la refonte totale de la liste électorale. Le Fonds mondial financera la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Madagascar à travers une subvention à hauteur de 125 millions de dollars sur une période allant de janvier 2024 à 2026. Les fonds octroyés ne seront pas à rembourser. Fonds mondial, à travers l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial, réclame cependant une garantie de la part de l'État malgache. Cette subvention étant insuffisante dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans la Grande Île.
Les subventions du Fonds mondial, à elles seules, s'avèrent insuffisantes dans le cadre de la lutte contre ces trois maladies. Une aide, une contribution de l'État malagasy est nécessaire pour l'amélioration du système résistant et pérenne en santé et pour l'amélioration des actions contre ces trois maladies. Cela fait partie des requêtes du Fonds mondial. La quantité d'apport et de garantie de la part de l'État malagasy doit être précisée clairement dans la demande effectuée par la Grande Île. Le financement de 88 millions de dollars dans le cadre du NMF3, financement pour la lutte contre le VIH-Sida à Madagascar dans le cadre de la subvention série 3, prendra fin cette année. Selon le rapport transmis, seuls 50% de ce programme ont été effectués. Suite à la lecture de la lettre du Fonds mondial, la proposition y est bien mentionnée. Les actions prioritaires doivent être menées en premier. Ce sont les cas qui concernent le plus de maladies qui doivent être traités en premier. Il y a par exemple le dépistage du VIH dont les cas d'infection ont augmenté après la pandémie du Covid-19. Les actions choisies et le programme adopté dépendront de l'évolution de chaque maladie à Madagascar. Cette priorisation se fera après le dialogue pays qui se fera dans le but de récolter toutes les idées y afférents. L'annonce officielle concernant la subvention du Fonds mondial pour 2023 à 2025 a été effectuée ce jour. Le rapport de la CCM a été assisté par les représentants des sociétés civiles, d'État malgache et ses partenaires. La population continue de se plaindre de l'assèchement des eaux à Pangalan Sud, à 6 km au sud de Mananzar. Le canal des Pangalan est la seule voie permettant à la population de se déplacer vers les autres communes et les Fouktagnes environnants. Des travaux d'aménagement s'imposent. La zone concernée ne renferme plus que du sable. Il est désormais impossible d'y naviguer. Les marchandises doivent être transportées à bout de bras ou portées au-dessus de la tête. Nous transportons les marchandises à l'aide de pirogues. Lorsque nous passons par la zone asséchée, nous devons nous faire aider par des gens qui tirent la pirogue avec nous pour que nous puissions traverser. Les citoyens du district de Mananzar sont contraints de vendre leurs produits agricoles à bas prix. Ils doivent pourtant payer des hommes pour le transport des marchandises vers les autres villes. La population y subit une importante inflation. Le riz est vendu à 800 rials le kapok à Mananzar. Le prix du charbon a aussi considérablement augmenté. La population dans le district de Mananzar, actuellement en difficulté, attend une prise de responsabilité de la part des dirigeants actuels. Les représentants des employés du CTC Antananarivo ont effectué ce jour une manifestation à Anos. Le personnel du centre de traitement de Covid-19 d'Antananarivo réclame la réalisation des promesses des dirigeants concernant leur intégration dans la fonction publique. L'État avait mentionné le recrutement de plus de 700 employés, mais 2 ans après cette déclaration, aucune réalisation des promesses faites par le président de la République n'est constatée selon les explications. Chargé de la prise en main des malades du Covid-19 durant la période de recrudescence du Covid-19, ces employés lancent actuellement un appel aux dirigeants. Hormis la non-réalisation de la promesse présidentielle, ces employés du CTC dénoncent aussi l'inertie du ministère de tutelle. Le personnel du CTC Antananarivo rentrera dans la prochaine phase de leur réclamation, dans la mesure où aucune réponse satisfaisante n'émane de l'État. La vente d'enfants, quelles qu'en soient les raisons, est à l'opposé de la culture originelle malgache et de la mentalité des Malgaches. Ainsi, nous condamnons entièrement cette manœuvre politique douteuse et sale visant à répandre de fausses rumeurs pour influencer la population et porter atteinte à l'ordre public. Telle a été la déclaration émanant du Conseil des ministres hier suite à l'affaire de vente d'enfants dans la région Vatvav et la région Fitvnagne. Cette déclaration a défrayé la chronique et suscité de nombreuses interactions et commentaires en société.
Les réactions s'enchaînent. Ce phénomène n'est pas une question de culture ou de mœurs, mais une question de survie. Les dénonciations émises par les élus dans le district d'Ikyung étaient claires. Ils ont affirmé l'existence de vente d'enfants par leurs propres parents, une mesure de survie désormais adoptée par les habitants face à l'extrême pauvreté que subit cette région de la Grande Île. Le maire d'Indefapun, district d'Ikyung, l'a clairement expliqué hier. Les parents préfèrent voir leurs enfants survivre ailleurs, loin de leur foyer, au lieu de mourir de faim chez eux à cause de la pauvreté de leurs parents. Les parents vendent donc leurs enfants à contre-cœur. De nombreux citoyens sont en difficulté, ils n'ont même pas de quoi manger. Certains parents partent travailler et découvrent le corps sans vie de leurs enfants en rentrant. Concernant la vente d'enfants, ils ont choisi de vendre certains enfants pour les voir heureux et bien nourris par les riches au lieu de les voir mourir chez eux dans leur foyer. On ne peut pas leur en tenir rigueur, ils n'ont vraiment rien à manger. La vente d'enfants existe donc bel et bien dans cette partie de la Grande Île face à l'extrême pauvreté de la population locale. Le député élu dans le district d'Ikyung et les maires des communes touchées par ce phénomène l'ont attesté. Le journaliste d'une radio privée de la ville d'Ikyung l'a également confirmé. Ce dernier a même affirmé être un témoin oculaire des événements. Il affirme détenir des preuves de ce qu'il avance. Ce journaliste se pose la question de savoir si certains représentants de l'État qui se trouvent sur les lieux ignorent sciemment la dure réalité de la population ou s'ils tiennent uniquement à se faire bien voir par le régime actuel. Le Conseil des ministres a fait valoir que la prudence était de mise et qu'il ne fallait pas donner foi à toutes les informations qui circulent. En d'autres termes, les députés n'ont-ils donc aucune crédibilité quand ils s'expriment sur les réalités de leur circonscription ? Les députés élus par le peuple pour le représenter se trouvent pourtant en 3e position dans les institutions de la République. Dans le cas présent, le député qui a informé de la situation qui prévaut jouit aussi d'une notoriété certaine et d'une respectabilité dans la circonscription où il a été élu. Il s'agit aussi d'un ancien commissaire de police qui relate des faits. Par ailleurs, c'est le maire d'une commune qui a confirmé ces dires et en a expliqué les raisons. Le compte-rendu du Conseil des ministres hier bat-il donc en brèche la crédibilité de ces élus du peuple ?